Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Nouvelle semaine d'épreuve, nouvelle journée ville morte appelée par l'opposition républicaine ce lundi, malgré l'attaque dont il a été la cible la semaine dernière. Le chef de file de l'opposition guinéenne ne décolère pas, il exige le respect des accords sur l'installation des exécutifs communaux. Constat de la journée ville morte dans cette édition d'information. Et pendant ce temps, l'école guinéenne est paralysée par la grève lancée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Ce lundi, de nombreux élèves ont laissé éclater leur colère dans la rue. La Guinée semble avoir renoué avec ses vieux démons de la rue. Les manifestations, tant pour des revendications sociales que politiques, deviennent récurrentes. Tenez, en ce début de semaine, l'opposition républicaine a appelé une journée ville morte pour dénoncer le non-respect des accords politiques relatifs aux exécutifs communaux. Et le fil du dialogue entre gouvernement et opposition a été rompu. Nos équipes de reportage ont fait le constat de la journée ville morte dans la capitale guinéenne. Mamadou Saliouba, Abakar Din Kamara. Sur l'autoroute Fidel Castro, c'est comme si de rien n'était. La circulation, le commerce, tout fonctionne. Ici, la journée ville morte est une ville normale. Mais sur la route Le Prince, voici à quoi ressemble la journée ville morte. Ici à Koza, boutiques et magasins sont restés fermés, la circulation paralysée, des échauffourées ont éclaté le matin entre forces de l'ordre et jeunes. Ces impacts sont les seuls souvenirs de ce face-à-face. Là on sort là, moi en tout cas moi je fais rien. Parce qu'à chaque moment là, bon, il y aura de affrontements. Vous voyez donc, si vous voyez, il n'y a même pas de magasins qui sont ouverts comme ça, c'est parce que tout le monde a peur maintenant. Au marché Koloma, l'atmosphère est tout autre. Des jeunes font la loi, de l'huile sur le bitume, l'appel à la journée ville morte lancé par l'opposition pour dénoncer le non-respect des accords politiques est suivi avec fermeté. Quelques mètres plus bas, à Bambeto, la tension est vive entre jeunes et forces de l'ordre. Des restes de gaz lacrymogènes, des cailloux. Ici, seuls quelques motards, les plus téméraires, prennent le risque de circuler. À Hamdallah, pas de turbulence, mais la circulation est complètement paralysée. La grève lancée par le SLEG paralyse le secteur de l'enseignement. L'école guinéenne en est sérieusement affectée. En plus de l'absence des enseignants et la perturbation des cours, de nombreuses écoles privées sont la cible des attaques. C'est le cas ce matin d'une école privée située à Lansana Barrage, en haute banlieue. Pas de blessés enregistrés, mais le mouvement de panique a créé la psychose dans la zone. Constat de Mamadou Boy Diallo, Ibrahim Awal Kamara. À l'entrée de l'école privée Tourterelle, des cailloux. Signe de l'attaque dont elle a fait l'objet ce lundi vers 9h. Nous arrivons sur les lieux quelques minutes après l'attaque qui a créé un vent de panique chez les élèves et leurs encadreurs. Nous avons commencé de contester le jet de pierres. C'est de là où tous les autorités de l'école ont pris les précautions pour pouvoir fermer la porte, sécuriser les enfants. Selon les responsables de l'établissement, plus de 1000 élèves étaient en situation de classe au moment de l'attaque par des jets de pierre. Ces derniers pointent du doigt les élèves des écoles publiques environnantes. Notre école est entourée de deux écoles publiques, une école Mbalia Kamara et de l'autre côté Kuntia. Donc par jalousie, ils disent qu'il faut qu'ils s'élèvent pour arrêter le cours et que l'État cherche, que sans qu'ils ne reçoivent pas les cours normaux, ils ne peuvent pas accepter que les écoles privées. Un autre responsable dépassé par ces attaques à répétition lance cette invite aux autorités. La solution, c'est l'État. Il faut que l'État vienne en aide pour ces enfants qui veulent étudier, ces enfants qui veulent aller à l'école, c'est-à-dire les enfants qui se trouvent dans les écoles publiques. Il y a des enfants aussi qui veulent étudier. Les cours sont fortement perturbés dans les écoles à cause de la grève déclenchée par le SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, pour une augmentation salariale. Lassés par le manque d'enseignants, les élèves des écoles publiques investissent la rue et s'attaquent parfois à leurs camarades des écoles privées.
Les élèves du lycée d'excellence professeur Alpha Condé ont également battu le pavé ce lundi. Ils réclament la fin de la grève dans le secteur de l'enseignement et le retour dans les classes des enseignants titulaires. La marche a été aussitôt dispersée par les agents des forces de l'ordre. Idrissa Bari, Amara Alexila. Vive l'école guinéenne! Vive l'école guinéenne! C'est avec ces slogans que ces écoliers ont voulu se faire entendre. Depuis l'annonce de l'ouverture des classes, le secteur de l'éducation est perturbé par la grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Ces derniers réclament à l'État une amélioration salariale de 8 millions de francs guinéens. Les élèves demandent aux deux parties, syndicats et gouvernement, de trouver une issue afin de leur permettre de suivre les cours de façon normale. Nous ne sortons pas pour soutenir qui que ce soit, nous sortons pour défendre nos droits. Notre droit à l'éducation, c'est un droit inaliénable. On ne peut pas nous le retirer, oui ou non? Dans ce bras de fer sur la négociation autour des 8 millions comme salaire de base, l'État a déployé dans certaines écoles des enseignants contractuels. Dans leur réclamation, les élèves exigent à l'État de trouver un dénouement à cette crise. Il est de mon devoir de me battre pour l'éducation des élèves de mon pays. Bon, nous avons constaté dans les écoles que c'est des contractuels qui donnent des cours. Et ces contractuels ne sont pas en mesure de donner des cours. Donc aujourd'hui, nous faisons cette marche pour faire appel à l'intervention des professeurs titulaires, puisque ce sont eux qui sont en mesure de donner des cours favorables aux élèves. Dans cette manifestation, des parents d'élèves sont venus soutenir leurs enfants. Leur message est clair, la fin de la crise pour que leur espoir, qui sont ces enfants, reprennent leur formation. Nous n'avons rien, nous souffrons et notre unique espoir repose sur nos enfants. Et si la formation de ces enfants est remise en cause, cela va sans dire que nous serons perdants dans tous les sens. Donc nous invitons les protagonistes au calme et à trouver vite la solution à cette crise. Cette manifestation des élèves a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Les acteurs de la société civile guinéenne multiplient leur indignation face aux multiples violations des textes de loi qui régissent le fondement de la démocratie en Guinée. Le représentant de la jeunesse CEDEAO a fait une déclaration au cours de laquelle il a fustigé le comportement des acteurs politiques qui sont, selon lui, à la base des violences meurtrières enregistrées en Guinée. C'est un entretien réalisé par Makiso El Haj Alioba. Amener tout le monde à se ressaisir et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation, c'est ce que prône la jeunesse CEDEAO qui observe depuis plusieurs semaines l'évolution de l'actualité sociopolitique guinéenne. Des violences politiques souvent enregistrées au cours des manifestations de rue à Conakry et à l'intérieur du pays ne doivent pas rester impunies, selon le représentant de cette couche de la société civile. Nous sommes allés rencontrer tout le monde pour situer les responsabilités, mais dire aux uns et aux autres d'avoir raison gardée et de faire de telle sorte que ce pays puisse vivre en paix, que les citoyens puissent vivre en paix dans le pays, puissent vivre dans la stabilité. Mais nous avons affaire avec une élite politique qui est un peu égoïste à des moments donnés. Et quand les jeux politiques ou bien les intérêts politiques varient, ils n'écoutent pas la vérité, ils ne visent que les intérêts égoïstes et politiques. Le respect des textes de loi est le seul moyen d'éviter les compromis qui ne favorisent pas la stabilité et la quiétude sociale. Et les politiques guinéens ont depuis 2010 pris l'habitude d'obtenir des accords qu'ils ne respectent pas eux-mêmes, s'indigne ce jeune activiste et représentant de la jeunesse CEDEAO. Mais aujourd'hui, nos textes de loi ne sont pas respectés. Et ça, c'est orchestré, parrainé par tous les bords politiques. L'opposition et la mouvance. Ils sont chaque fois dans des situations difficiles que notre pays traverse. Ils sont dans les accords et piétinent nos textes de loi. Vous savez, la présentation qui est faite aujourd'hui de nos lois, c'est comme si les lois sont contre la paix. Alors que c'est archi faux. C'est pas vrai. C'est des textes qui sont chaque fois mis de côté et passés en accord et en accord. Dans les discours politiques, les messages qui sont véhiculés doivent être de nature à préserver la paix et la stabilité en Guinée.
L'AFD vient de signer un accord avec le ministère de l'Environnement. Il s'agit en effet d'un accompagnement technique qui va permettre à la Guinée de respecter ses engagements pris lors de la COP21 à Paris sur le changement climatique. L'objectif pour l'Agence française de développement est d'amener tous les pays qui avaient pris des engagements à la faveur de ce grand rendez-vous climatique de ne pas tomber dans l'essoufflement. Les explications sont signées Mohamed Damaro Kamara, Mohamed Al-Hussein Kamara. Lors de la COP21 à Paris, des pays s'étaient engagés à limiter le réchauffement planétaire à moins 2 degrés Celsius d'ici la fin du 21e siècle. La signature de cet accord entre le ministère guinéen de l'Environnement et l'Agence française de développement vise en réalité à concrétiser ces engagements ambitieux par la mise en place de dispositifs techniques devant permettre à la Guinée de définir et de réaliser les études de faisabilité au titre de sa contribution nationale. Tout n'est pas de définir des programmes, mais il faut aussi préparer comment est-ce qu'on va réaliser ces programmes-là. Il faut des études de faisabilité, il faut des précisions, il faut des équipes. Et donc l'AFD a mis en place une facilité, c'est ce qu'on appelle la facilité adaptation, qui bénéficie à une dizaine de pays prioritaires. Et la Guinée fait partie de ces pays prioritaires. Et donc ça nous donne des moyens financiers pour appuyer le pays dans la réalisation des études nécessaires dans le dimensionnement des programmes. Expertise France va donc être mise à contribution pour faciliter l'application de l'ensemble des programmes qui seront définis par la Guinée. C'est un accord crucial, estime le ministre de l'Environnement. C'est vrai que c'est des engagements, je ne dirais pas contraignants, mais difficiles à suivre quand on n'est pas accompagné. Et la présence de l'expertise France, justement, serait un appui pour nous aider à ne pas déraper et de suivre la ligne directrice suite à nos recommandations faites à Paris. La Guinée, par cet accord, est invitée donc à multiplier ses actions de résilience. Elle devra se présenter à la prochaine rencontre climatique comme un pays respectueux de ses engagements. Chaque 29 octobre, le monde célèbre la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Ce lundi, cette journée a été célébrée au Palais du Peuple. D'amples informations ont été partagées avec le public sur les accidents vasculaires cérébraux, considérés aujourd'hui comme la première cause de mortalité. Abdraman Ba, Ibrahima Sengsouma. Sur cette tribune, cet expert fait un exposé sur les causes et les effets des accidents vasculaires cérébraux. Une maladie qui fatigue la plupart de ses patients venus participer à cette campagne de sensibilisation. Donc il est important de sensibiliser les populations pour qu'elles prennent des mesures à leur propre niveau de prévention. Manger moins gras, moins salé, moins sucré, faire de l'activité physique, diminuer son stress. Chaque être humain est une cible potentielle des accidents vasculaires cérébraux. Ils sont provoqués par une infection cérébrale ischémique ou hémorragique. Cette maladie est considérée comme première cause de crise d'épilepsie et de démence. À l'occasion de cette journée de sensibilisation, les initiateurs ont procédé à la distribution de quelques produits pour satisfaire les ordonnances de certains patients. Mieux vaut prévenir que guérir. Mangez moins salé, moins gras, moins sucré. Faites régulièrement du sport, au moins 20 minutes par jour, moi je dirais. Prenez les médicaments si vous êtes hypertendu, diabétique. Si vous avez du cholestérol, prenez les médicaments pour le cholestérol. Arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de fumer et vous réduirez de 50% vos chances de faire un AVC. La célébration de cette journée est une première en Guinée. L'Organisation catholique pour la promotion humaine et ses partenaires comptent élargir leurs actions pour combattre cette maladie. 200 filles porteuses de plans d'affaires verront s'offrir des possibilités de financement de leurs projets. C'est l'un des résultats de la première édition du projet d'autonomisation des jeunes filles par l'entrepreneuriat piloté par la Jeune Chambre internationale en abrégé GCI. Les détails avec Ouminato Sidibé, Abdoulaye Kamara. Ce concours national a démarré depuis le 3 septembre par le dépôt des candidatures. Objectif, faire participer au développement socio-économique de la Guinée 200 jeunes femmes en entrepreneuriat. Il permettra à 3 lauréates de bénéficier d'accompagnement technique et financier pendant 6 mois. Avec les prix, nous allons les accompagner. Aussi techniquement, ça ne sera pas une enveloppe comme ça que nous allons prendre pour les remettre, mais elles seront accompagnées sur le plan technique jusqu'à la mise en place de leurs entreprises. La femme constitue aujourd'hui l'un des nouveaux leviers de la croissance économique.
Le parrain de la JCI 2018 salue l'initiative. Mesdames et messieurs, depuis quelque temps, on observe un changement d'échelle des programmes publics, tenant compte de la place des femmes dans l'économie mondialisée. Aujourd'hui, elles se trouvent au cœur des programmes d'activité génératrices de revenus, d'abord, puis d'entrepreneuriat également. Leur accès aux ressources nécessaires pour développer leur potentiel dans l'économie relève dorénavant d'un pari dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Bravo à la jeune Chambre internationale de Guinée pour ces actions qu'ils sont en train de faire pour créer l'emploi jeune. La participation des jeunes femmes de la nouvelle génération à cette rencontre contribuera à promouvoir l'autonomisation des femmes et réduire les inégalités en Guinée, indique la ministre de l'Action sociale. Il faudrait que chacune de nous, là je m'adresse aux femmes, contribue et s'engage à la promotion de l'entrepreneuriat féminin par la sensibilisation des femmes. Entrepreneurs, mais celles qui veulent justement entreprendre. Les résultats attendus de ce projet sont entre autres la création de plusieurs entreprises dans divers domaines d'activité, la création de 30 emplois directs et 100 emplois indirects. La migration et ses conséquences. Deux jeunes Guinéens ont passé 3 longues années dans le désert. Ils caressaient le rêve d'aller en Europe à tout prix. S'il y a une chose dont ils se félicitent aujourd'hui, c'est bien d'être en vie. Ils souhaitent désormais partager leur mésaventure avec le public. Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara sont allés à leur rencontre. Bangali Sano, diplômé de l'université de Kankan, et Oumar Kondé, élèves, ont décidé il y a 3 ans de tenter l'aventure vers l'Europe. 3 ans de cauchemar pour ces deux jeunes, racontés ici par l'un d'entre eux. La traversée a été très difficile parce qu'il y a des personnes sur cette voie vraiment précieuses, c'est des satans sur terre. Parce que des Bamako d'abord, c'est là-bas tout commence. Vous pouvez raconter par exemple un Guinéen qui vous parle vraiment le soussou, bien le malinka ou bien le poulard, dont tu es convaincu soi-disant que tu as vu un parent et il peut manger ton argent pour te laisser main vide. Et de là-bas, tu ne peux pas te retourner maintenant de là où tu es quitté. Il faut foncer encore pour aller en avant et c'est là-bas que la chute commence. Avant d'aller en Libye, il a vécu des moments pénibles en Algérie. Malgré tout, c'est dans ce pays qu'il a travaillé dur pour compléter son transport que notre Guinéen impliqué dans les réseaux mafieux a détourné. Ben Walid, c'est en Libye. Donc c'est là-bas que nous avons été pris par un Guinéen du nom de Foyer. Un Guinéen qui nous a pris l'argent, il a pris chacun peut-être 700, 800 euros comme ça, soit disant qu'il va essayer de nous aider à traverser. Et c'est de là qu'on a perdu ses contacts. Et il était en collaboration directe avec des Arabes. Et les Arabes là, ils se promènent avec des armes. Quand ils manifestent, facilement on peut te tuer. On a même perdu 2 frères là-bas, un de Kankan, Papis, qu'on a perdu il y a de cela 2 ans. Donc on ne pouvait pas manifester pour réclamer notre argent. Il n'y a rien de normal si le rêve d'une aventure aboutit. Autrement, il ne reste plus que raconter sa mésaventure pour prévenir ou dissuader d'autres potentiels candidats. On avait même eu l'idée là-bas au Niger de créer une ONG afin de rentrer dans des campagnes, dans des villages, parce que l'OIM ne peut pas rentrer dans des villages pour sensibiliser des personnes pour ne pas sortir en aventure. Parce qu'il y a des personnes au village là-bas qui ne connaissent pas réellement les conséquences de ce que nous avons vu. L'USTG, entendez, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, a renouvelé son bureau. Désormais, son nouveau secrétaire général, c'est Abdoulaye Kamara, actuel directeur des ressources humaines de la société consortium d'entreprises. L'homme a été élu lors du 6e congrès de l'USTG tenu à Mamou du 26 au 28 octobre. Alseni Bari, Tierno Sadoba nous reviennent de la ville Carrefour. Voici désormais le nouveau secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Abdoulaye Kamara, âgé de 49 ans, a été élu à Mamou à l'issue du 6e congrès de son organisation. Marié et père de 5 enfants, il combat dans le mouvement syndical depuis 1994. Directeur des ressources humaines de la société consortium d'entreprises, l'homme aura la lourde tâche de restaurer la crédibilité de l'USTG, défendre les intérêts des travailleurs. Nous, notre priorité, c'est instaurer le dialogue. Nous pensons avec le dialogue, on peut régler tous les différends. À ce congrès, 99 sur 101 congressistes venus des 33 préfectures y ont participé.
L'inspecteur régional du travail, les autorités locales, tous saluent le bon déroulement de la rencontre. Nous avons estimé que pour la légalité et la légitimité des membres du bureau exécutif, le chef du département a exigé que l'inspection du travail soit présente sur les lieux. Le syndicat, c'est aussi la promotion de la paix et l'entente sociale, conseille le gouverneur de Mamou. Nous devons les aider parce que nous concourons tous à la même chose, à savoir la liberté, la démocratie et surtout le développement de notre pays et sa cohésion et la cohésion sociale des populations. Le premier défi que va relever Abdoulaye Kamara, secrétaire général de l'USTG, est nul doute les multiples divisions internes, surtout que Lumbemba Souma qualifie les congressistes de dissidents. Le communiqué convoquant le congrès à Mamou a été signé par Lumbemba Souma. Mon ordre de mission a été signé de Lumbemba Souma. Comment il peut nous traiter ou nous qualifier de dissidents? Ce bureau national est composé de 31 membres, dont ceux du SLEG, version Kadiatouba, et de la Fezabag. Et puis une nouvelle société minière vient de poser ses valises à Bofa. Il s'agit de Chalco Guinée Company, une filiale de Chenelco Hong Kong Limited. Cette compagnie minière a la charge d'exploiter les ressources bauxitiques de Bofa Nord et Bofa Sud. Les travaux de construction ont été lancés ce dimanche par le Premier ministre. Le produit de cette exploitation sera transporté par bateau via le fleuve Fatala et le Rio Pongo. Mamadou Kalisso, Ibourmassori Kamara. Ce projet sera réalisé en deux phases. La première sera consacrée à l'exploitation des ressources bauxitiques de Bofa Nord et Sud, destinées uniquement à l'exportation pour des fins commerciales. Pour y arriver, Chalco Guinée Company doit construire une mine de production d'une capacité de 12 millions de tonnes par an. Celle-ci va évoluer graduellement pour atteindre 40 millions de tonnes par an. La seconde phase sera consacrée à la transformation de la bauxite sur place d'une partie des ressources bauxitiques de Bofa Nord et Sud. Pendant cette deuxième phase, la société Chalco Guinée Company réalisera une étude de faisabilité dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de sa convention minière. Sur la base de cette étude, la Guinée et le groupe Chenelco négocieront un avenant à la convention minière afin de définir les modalités de réalisation de la raffinerie d'alumine. L'investissement total pour la réalisation de la première étape est estimé à 585 millions de dollars américains. Quant aux taxes et impôts qui seront versés à l'État, ils sont évalués à près de 63 millions de dollars. Madame le préfet de Bofa invite les communautés locales et l'entreprise au dialogue pour une meilleure cohabitation. Je voudrais inviter la société Chalco au respect des engagements, surtout ceux relatifs au contenu local, en vue de favoriser la quiétude sociale et la paix, gage certain de tout développement durable. À nos communautés, je demande de privilégier le dialogue, la concertation, pour éviter toute incompréhension préjudiciable à la bonne marche des activités du projet. Pour un départ, Chalco Guinée Company va employer environ 664 personnes, dont 584 ouvriers. Selon les termes du contrat, l'entreprise reversera 0,5% de son chiffre d'affaires à la communauté locale. Le bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel et les présidents des clubs de Ligue 1 et 2 étaient en conclave ce lundi au siège de l'instance. L'objectif est de trouver des voies et moyens pour la reprise du championnat national saison 2018-2019. Les clubs réclament d'abord le paiement du reste de la subvention de la saison écoulée avant l'ouverture du prochain exercice. La Ligue guinéenne de football professionnel, pour sa part, promet de transmettre le message à sa hiérarchie. Le compte-rendu signé Abdoulaye Sadio Diallo, Ibourmassori Kamara. 3 heures de discussion entre la LGFP et les présidents des différents clubs guinéens engagés dans le championnat Ligue 1 et 2. Mathurin Bangoura revient sur l'essentiel de la rencontre. Les présidents de clubs, dans leur majorité, demandent à ce qu'un effort soit fait par le bureau exécutif de la Ligue professionnelle de football pour que le reliquat de la subvention de l'année passée, qui s'élève au-delà de 6 milliards, soit payé avant le début du championnat.
Donc, promesse leur a été faite. Nous sommes en train de nous battre auprès de notre tutelle qui est la Fédération guinéenne de football. Au sortir d'ici, nous irons rencontrer le président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Soare. Les administrateurs des clubs ne se sont pas laissés faire au cours des débats. Ils estiment qu'ils seront entendus par les instances en charge du foot guinéen. J'avoue que ça a été un débat houleux, car nous avons terminé la saison passée difficilement. Et moi, en ce qui nous concerne, nous, on a joué la finale le 4 ou le 5 octobre. Donc on doit entamer une nouvelle saison en novembre. Et alors que nous avons des soucis financiers liés à des arriérés qui n'ont pas été payés depuis la saison passée. Donc je pense qu'on était tous sur la même longueur d'onde que tous les autres présidents de club pour dire qu'il faudrait bien qu'on essaye d'éponger dans la mesure du possible ce que la Ligue doit à tous les clubs avant d'entamer. En plus des clubs de football, les arbitres aussi doivent percevoir leur dû de la saison passée avant le démarrage du championnat. La LGFP est bien consciente. Tout a été discuté, que ce soit les clubs, que ce soit les officiels, c'est-à-dire la commission centrale des arbitres, les officiels, les commissaires au match, tout ça là a été dépeint. Nous avons discuté de tout ça. C'est tout ça là qui est inclus dans le montant de 6 milliards et quelques qui reste à être payé. Contrairement à la saison dernière, cette année, les clubs de l'intérieur du pays sont libres de recevoir à domicile.